Cortège et sortilège est une invitation à une promenade dans les rues de l'Est du Vieux-Montréal. Une promenade pendant laquelle on va rencontrer des personnages qui vont nous plonger à la veille de la Toussaint de 1885. Un soir d'Halloween alors bien différent. Aussi en apprendrons-nous davantage pendant cette visite sur les origines de l'Halloween à Montréal, mais également à propos d'un épisode plus dramatique de l'histoire de la cité montréalaise. Je vous rappelle qu'à l'automne de 1885, Montréal, qui est alors la métropole du Canada avec une population d'environ 150 000 habitants, était aux prises avec une terrible épidémie de variole, duquel on apprendra davantage. Donc sans plus attendre, je vous invite à me suivre. Nous allons commencer notre promenade en passant à travers la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours. De recréer un circuit sur la thématique de la Toussaint, c'est-à-dire en fait en tentant de respecter les thématiques des trois musées, thématiques très distinctes pour ces trois musées-là. D'abord, on a un musée qui est 18e siècle, le Château Ramsay, qui était la résidence du gouverneur de Montréal au 18e siècle. On a un musée qui porte sur l'histoire religieuse montréalaise, puisque c'est le musée Marguerite-Bourgeoys et la chapelle Notre-Dame de Bon-Secours, donc qui traite d'un personnage à l'origine même de Montréal, donc milieu du 17e siècle, et qui, lesquelles religieuses héritières de Marguerite-Bourgeoys vont enseigner à Montréal pendant plusieurs centaines d'années. Et on a aussi un musée qui est un lieu historique national, donc très politique, sur un personnage qui aurait été, qui aurait été co-premier ministre et puis chef des conservateurs au 19e siècle. Donc, vous voyez, c'est trois thématiques très, très différentes et on nous demandait d'animer, en fait, cette saison assez particulière et assez festive de l'année qu'est l'Halloween, donc la veille de la Toussaint. Alors, on a choisi le pari de fouiller dans l'histoire et de trouver un événement qui nous permettrait de rejoindre, de relier l'ensemble de ces trois thématiques-là. Et on est tombé assez naturellement et assez simplement sur la terrible épidémie de variole de 1885. Épidémie qui aura fait au total près de 3000 morts ici à Montréal et qui aurait été particulièrement virulente au milieu de l'automne, donc à la fin septembre, en octobre, et qui se terminera finalement avec les grands froids de fin novembre. Elle s'appelait Nora. Mr. Guide, pouvez-vous aider-nous parce que le coffin est very heavy, c'est très très lourd, et j'aurais besoin d'un autre homme très fort. Oh, vous, over there, you seem very strong. Could you help us, please? Take the other. Prenez l'autre en dos. Alors, ça nous semblait correspondre tout à fait à cette période-là et ça nous permettait de dramatiser ensuite tout en s'accrochant aux thématiques des trois musées. Alors, c'est l'origine de ce circuit-là qui s'appelle Cortège et sortilège et donc pour lequel on a choisi donc de créer un personnage, un père irlandais nouvellement arrivé à Montréal qui travaille comme journalier et qui s'appelle Patrick O'Reilly et qui est à la recherche donc d'un médecin pour sauver son fils. Peut-être que vous connaissez un docteur, peut-être que vous pouvez m'aider. Ah, mais tentez peut-être de parler au docteur Ricard. Il était ici il y a un moment. Il partait pour une de ses interminables tournées. Ah, il est complètement débordé.
Allez peut-être voir du côté de l'école de médecine, au château Ramsay. Yes. Mais je ne vous promets rien. Sinon, il habite sur la rue Notre-Dame, au coin de la rue Berry. Oh, thank you, sister. Thank you so much. Merci beaucoup. Je savais si je pouvais vous trouver. Allez, monsieur vous allez Riley, m'aider. tentez de rattraper I le knew docteur you would Ricard. help me. Oh, attendez, je vous y raccompagne. De toute façon, je dois aller à la maison mère. Et passons par ici, ce sera plus rapide. Thank you, sister. Par ailleurs, les autres personnages qu'on a sont soit créés, mais sur le modèle de personnages qui ont existé, ou alors le personnage du docteur, le docteur Ricard, est un personnage réel qui a donc non seulement existé, mais habité un des 3 lieux qu'on visite pendant le circuit. Donc, c'est comme ça que ça nous est apparu tout naturellement pour à la fois rejoindre les thématiques des musées et cerner cette période de l'Halloween, là, du passage à la saison froide et à la morte saison, comme on dit. Et par ailleurs, quand a-t-il été vacciné pour la dernière fois, votre fils? Oh, il est. Oh, monsieur. J'ai eu peur. Et puis, on a fait les mouches de moutarde et on a mis la huile de castor. Oh, mais misérable, vous voulez donc sa perte? C'est ce que vous voulez? De la moutarde, de l'huile de castor. Mais si les gens comme vous, monsieur, étaient plus conscients de l'importance de l'application de simples mesures sanitaires, au lieu de prêter foi à de sortilèges pareils, eh bien, des épidémies comme celle-ci seraient moitié moindres. Oh, j'en ai assez d'avoir perdu un enfant sous mon toit aujourd'hui. Je dois faire mon cortège de visite. De la moutarde, ils traitent leurs enfants comme du smoke meat. But doctor, attendez, votre trousse, your medical kit. Come on, doctor, wait for me. Vous êtes mon dernière chance. L'Halloween est une tradition d'origine celte, bon, essentiellement, mais il est une tradition ici qui a été implantée par les immigrants écossais et irlandais et aussi anglais. Donc, qui a été amené au 19e siècle essentiellement et surtout vers la fin du 19e siècle, entre autres par les immigrants irlandais, qui auront donc introduit les pratiques courantes qu'on faisait dans les îles britanniques, en fait. Et ces pratiques-là, donc de l'Halloween, de All Hallows Eve, la veille de la Toussaint, sont des pratiques de tradition populaire assez courantes, assez normales finalement, qui sont celles de jouer des tours, de tenter d'obtenir des faveurs pour apaiser les esprits des morts, qu'on retrouve en pays francophone, mais sous d'autres formes. Ici, au Québec, on les a retrouvés dans ce qu'on a appelé la mi-carême. Donc, et ça a été une tradition qui encore survit dans quelques villages au Québec, mais qui a fini par être supplantée à cause de l'omniprésence du monde anglo-saxon en Amérique du Nord, donc qui a fini par être supplantée par la tradition irlando-écossaise. Est-ce qu'il y a du vrai dans l'Halloween? Est-ce qu'il y a du vrai dans toutes ces histoires diaboliques? Ben, il faut savoir que, évidemment, ça tire ses origines donc très, très lointaines là, dans le passage des saisons. C'est le passage à la morte saison dans l'hémisphère nord. Donc, évidemment, c'est un passage aux temps obscurs. Alors, on a tradition, en fait, de à la fois conter légende, mais à la fois aussi de s'apprêter à affronter la rigueur de l'hiver. D'où cette raison de demander clémence, de demander de vouloir apaiser l'esprit des morts. Et là, on fait remonter l'origine de cette fête de l'Halloween ou de la veille de la Toussaint à la Samhain, qui est une fête celtique dont les origines sont assez lointaines d'ailleurs. Et Samhain, au cours de laquelle, dit-on, on sacrifiait animaux et voire parfois même, mais on n'en a pas la preuve. Alors ça reste un peu, on peut bien y broder ce qu'on veut par la suite. C'est la fête des morts. La Samhain était la plus sacrée des fêtes celtes. Les festivités duraient 3 jours et 3 nuits autour d'un grand feu là, où on se déguisait en revenant. Et les druides sacrifiaient des animaux et même parfois, ils sacrifiaient des... Ils les offraient en offrande aux esprits des morts pour implorer leur clémence. Et les mois qui suivaient étaient toujours sombres, froids et tristes. Et puis à l'intérieur du château, quand le gardien nous parlait de ces vieilles fêtes d'automne celtes,
Gardez bien à l'esprit qu'il s'agissait là de fêtes très anciennes liées au cycle de la nature. Or, très tôt dans son histoire, l'Église chrétienne va chercher à éliminer ces fêtes païennes en les intégrant à son propre calendrier. Aussi, la Toussaint apparaîtra dès le 7e siècle, tandis que le jour des morts sera, lui, officialisé au courant de l'an 1000 par la papauté. À l'origine, ces deux fêtes étaient des occasions pour prier pour les âmes des défunts, pour faciliter le passage du purgatoire au paradis, mais aussi comme une protection contre les fantômes. Or, ces deux fêtes allaient prendre des siècles à lentement se répandre dans le monde occidental et à lentement évoluer, se transformer. On allait voir apparaître l'idée de se costumer et puis se transformer cette idée d'aller de maison en maison pour faire chanter des messes pour les morts. Donc, comme on peut le constater, l'Halloween a des racines très anciennes, beaucoup plus anciennes même que le christianisme. Depuis le début du 20e siècle, on a tenté de réduire les effets un peu violents de cette fête-là. D'abord par l'organisation de bals costumés, en tentant de polisser d'une certaine façon cette tradition de jouer des tours, parce que l'Halloween chez les Anglo-Irlandais était assez violente. Par moments, on pouvait assister à des règlements de compte, à des bagarres, mais surtout on jouait des coups assez violents pour se moquer des gens. C'est une forme de... On peut peut-être retrouver là un équivalent au charivari ou à cette forme de justice populaire qu'on pouvait exercer dans certaines traditions. Donc, on a tenté de polisser ça en créant des bals populaires, en créant des soirées organisées, en décorant des citrouilles de façon plus artistique, et ainsi de suite. Et tout ça a été récupéré par le commerce dans les années 50. 60 et 70, là, c'est Hollywood qui s'en est mêlé, c'est le cinéma avec les vampires et tout le reste. Donc, on a fini par y coller toute cette imagerie qui était finalement traditionnellement attachée, oui, aux fêtes païennes, à la peur, à la morte saison, et on a fini par faire un amalgame qu'on retrouve aujourd'hui rapidement dès qu'on voit quelque chose d'orange et de noir. On se dit, tiens, Halloween, il y a un chat, il y a une citrouille, et voilà, le compte y est. Donc, on a créé cet amalgame-là, et qui est devenu totalement festif. Aujourd'hui, c'est une fête à la fois pour les enfants qui réclament donc des bonbons en faisant le tour des rues et en allant cogner aux portes des maisons, ce qui reprend là une vieille tradition où on réclamait des gâteaux, des noix pour les morts, pour l'esprit des morts. C'était ça l'origine de la tradition plus chrétienne, si on veut. Et puis, quand les gens n'en donnaient pas, on jouait des tours, d'où l'expression anglaise « trick or treat ». Nous jouons un tour si vous ne nous donnez pas si vous ne nous payez pas la traite, n'est-ce pas? « Trick or treat ». Et... donc, cette tradition-là, c'est vraiment policé. Les enfants, oui, passent aux portes, mais pour les adultes, ça reste une fête un peu d'excès. On se costume, on se déguise, on fait la fête. Si vous allez faire un tour dans les rues de Montréal, sur des rues un peu plus là où il y a les bars et tout ça, vous allez voir que ça devient une fête assez... c'est une autre forme de carnaval, en quelque sorte. Et comme le commerce s'en est mêlé depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, bien évidemment, personne n'y échappe. À partir de la fin du mois d'août, une fois les rentrées des classes faites, si vous allez dans les commerces de détail, on retrouve des décorations d'Halloween, et puis elles n'attendent que d'être remplacées par celles de Noël. Vous savez, M. O'Reilly, je tiens à m'excuser car je n'avais pas à décharger ma colère sur vous tout à l'heure, mais vous savez... D'avoir perdu cette petite fille dans mes bras m'a fortement secoué, d'autant plus que je suis constamment sollicité depuis les 3 derniers mois. Je n'en dors presque plus. Je fais mon maximum pour tenter de sauver le plus grand nombre de Montréalais, mais en plus d'avoir à lutter contre cette terrible maladie, je dois combattre toutes ces superstitions d'un autre âge. Voyez-vous, demain, c'est la Toussaint et après-demain, c'est la fête des morts. Et en fait, je ne voudrais pas que vous ayez à prier pour votre garçon. Oh, thank you. Je vais vous suivre chez vous et nous allons voir ce que nous pouvons faire pour lui. Thank you so much, Doctor. J'ai savais c'était Sœur Sainte-Marie qui m'avait dit de vous trouver. Sœur Sainte-Marie. Yes. Elle m'avait dit que vous êtes un brave homme. Alors, c'est vraiment à l'automne de 1885 que l'épidémie va connaître son apogée avec ses 3000 morts. Et comme je vous disais en tout début de visite, le maire de Montréal d'alors, Honoré Beaugrand, imposera la vaccination comme solution. Il demandera par ailleurs que tout nouveau cas de la maladie soit rapporté aux autorités publiques.
Mais en vérité, ce n'est qu'avec le début du 20e siècle, quand le Bureau de santé publique de Montréal verra ses pouvoirs étendus, que de véritables mesures d'hygiène publique seront mises en place, aidant à réduire le taux de mortalité infantile. Un autre aspect bien important du Montréal de cette époque, c'est cette présence importante d'Irlandais à Montréal, dont témoigne O'Reilly. Entre 1820 et 1850, ce sont 20 000 Irlandais qui viennent s'installer à Montréal même, amenant avec eux leurs traditions, dont certaines allaient influencer l'Halloween. On sait aussi que malgré les avancées des sciences médicales, il semble que certaines superstitions allaient survivre longtemps. Parfois, en fait, elles survivent même jusqu'à aujourd'hui. Alors, on aura vu ce soir que l'Halloween a une très vieille histoire. Tout commença avec ces vieilles fêtes, celles qui furent christianisées au Moyen-Âge, traversèrent ensuite l'Atlantique pour évoluer dans le melting pot américain et produire l'Halloween telle qu'on la connaît maintenant. Donc, n'oubliez pas, depuis la nuit des temps, le soir de l'Halloween, la veille de la Toussaint, les morts rôdent parmi nous, annonçant le retour des temps froids et la nature qui s'éteint. Merci en avance, bonne Halloween à vous tous!